Si tu penses que la richesse est une question de chance, alors tu n'as pas encore compris la science du succès. Napoléon, il a interviewé 500 millionnaires, et ils lui ont tous révélé la même vérité. On ne devient pas riche par hasard. On le devient par méthode. Et cette méthode, tu vas la découvrir maintenant. 1. Le pouvoir de l'esprit et de l'imagination. L'histoire de chaque grande réussite commence dans le silence d'une pensée. Avant que le premier gratte-ciel ne s'élève, avant qu'un empire commercial ne prenne vie, avant que le monde n'entende le nom d'un génie, il y a toujours une idée. Une idée qui naît dans le sanctuaire le plus sacré de l'être humain, son imagination. Napoléon, il affirme que le pouvoir de l'esprit, lorsqu'il est dirigé avec intention, est la force la plus puissante de l'univers accessible à l'homme. Et ce n'est pas qu'une belle formule, c'est une vérité crue, testée et éprouvée par des générations de visionnaires. Il commence par poser une pierre angulaire incontournable. Tout ce que l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette affirmation, aussi simple soit-elle, constitue un séisme dans l'univers du possible. Elle signifie que la pauvreté, la médiocrité, le doute ou encore la peur ne sont pas des fatalités mais des constructions mentales. Si elles peuvent être construites, elles peuvent aussi être déconstruites. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'un des modèles préférés de Hill. Avant que la lumière ne remplisse les maisons du monde entier, Edison a imaginé l'impossible, capturer l'électricité et l'apprivoiser. Il a échoué des milliers de fois. Mais ce n'étaient pas des échecs, dit-il, simplement des façons de ne pas faire. Il ne cherchait pas une invention, mais une solution. Ce qui l'animait? Une idée, une vision, un rêve incarné par la force de son esprit. Il distingue deux types d'imagination. L'imagination synthétique, qui arrange les idées existantes pour en créer de nouvelles, comme un puzzle, et l'imagination créatrice, qui surgit directement de l'intuition et de l'inspiration. Les grands leaders, les entrepreneurs audacieux, les artistes qui transforment le monde, manient ces deux types d'imagination avec une agilité presque mystique. Ce pouvoir n'est pas réservé au génie. Il dort en chacun de nous. L'imagination peut être cultivée, aiguisée, renforcée. Il recommande de la nourrir chaque jour par la lecture, l'observation du monde, les discussions avec des personnes stimulantes ou même le silence intérieur. Dans le tumulte du quotidien, nous oublions trop souvent de penser. Vraiment penser. Réfléchir de manière créative. Or, la créativité est l'arme suprême de l'homme libre. Ce pouvoir de création mentale est amplifié par la clarté d'un objectif. Un esprit sans but est comme un navire sans gouvernail. L'imagination devient destructrice si elle n'est pas orientée. C'est pourquoi il insiste tant sur la fixation d'un désir brûlant, un objectif clair, précis, mesurable, et surtout inspirant. L'imagination est alors canalisée comme un fleuve dans un lit solide. Le continent africain, en pleine transformation démographique et numérique, offre un terrain fertile à l'application de cette philosophie. Combien de jeunes entrepreneurs, dans les rues de Dakar, Kinshasa, Abidjan ou Lagos, ont transformé une idée en business. De la livraison par moto aux plateformes éducatives, de la fintech aux applications de santé, tout a commencé dans la tête d'un individu. Pas dans une banque, ni dans une multinationale. Dans une pensée. Il évoque également l'influence des émotions sur l'imagination. Une pensée froide et faible. Une pensée soutenue par l'émotion, qu'elle soit désir, amour, indignation, ambition, devient un champ électromagnétique capable d'attirer les conditions, les personnes et les opportunités nécessaires à sa réalisation. C'est le principe fondamental de la loi d'attraction, bien avant que ce terme ne devienne tendance. Mais attention, prévient-il, l'imagination a deux visages. Elle peut aussi alimenter la peur, l'anxiété, les scénarios catastrophes. Celui qui ne contrôle pas son esprit devient l'esclave de son propre théâtre mental. Il faut donc exercer une discipline constante, éduquer ses pensées comme on entraînerait un cheval sauvage, avec fermeté, patience et amour. Ce n'est pas une coïncidence si tous les maîtres du succès parlent de méditation, de visualisation, de silence intérieur. Dans une société saturée d'informations, la vraie richesse n'est pas dans la donnée, mais dans la capacité à créer du sens, à imaginer des solutions et à inventer des futurs. Voilà la clé. Les machines calculent, les algorithmes prédisent. Mais seul l'humain rêve, imagine, et projette l'invisible dans le réel. Pour terminer ce premier chapitre, il nous invite à nous poser une question redoutable. Que ferais-tu si tu étais certain de ne pas échouer? La réponse à cette question révèle l'un des trésors les plus enfouis de l'humanité,
le potentiel illimité d'un esprit imaginatif, guidé par un désir ardent, nourri d'émotions puissantes, ancré dans une vision claire. C'est là que tout commence. Poignée de main 2. Le génie organisateur ou cerveau collectif. Aucune réussite majeure dans ce monde n'est l'œuvre d'un homme seul. Derrière chaque révolution industrielle, chaque entreprise florissante, chaque mouvement historique, se cache un phénomène que Napoléon nomme le cerveau collectif ou le génie organisateur. Ce principe repose sur une vérité aussi simple que puissante. L'union harmonieuse de plusieurs esprits crée une intelligence supérieure. Imagine une batterie. Chaque pile a une énergie limitée. Mais connectées en série, elles alimentent un moteur puissant. Le cerveau collectif fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas d'une addition d'intelligence, mais d'une fusion qui donne naissance à un niveau supérieur de créativité, de réflexion et de force stratégique. Il a observé ce phénomène chez les grands industriels de son temps. Edison, Ford, Firestone, Carnegie, tous participaient à des cercles de réflexion, des clubs fermés, ou simplement des relations profondes où les idées étaient partagées sans ego, dans une quête commune d'efficacité. Il appelle cela le mastermind, un groupe restreint de personnes engagées, compétentes et alignées vers un objectif commun. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que chaque individu apporte un angle de vue unique, des expériences, des talents, mais aussi des intuitions. L'intelligence collective, lorsqu'elle est bien orchestrée, permet de voir au-delà des limites individuelles. Elle ouvre des portes que l'esprit seul ne soupçonne même pas. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur sénégalais qui veut lancer une plateforme de microcrédit mobile. Seul, il a l'idée, la volonté, peut-être les compétences techniques. Mais s'il s'associe à un expert juridique, un développeur, un marketeur digital et un financier, il transforme son rêve en projet viable. Et ce groupe devient un cerveau collectif qui propulse l'idée bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer seul. Il insiste cependant, le cerveau collectif ne fonctionne que si l'harmonie règne entre ses membres. L'ego, la jalousie, le manque de confiance tue cette alchimie. Il ne suffit pas de réunir des talents, il faut les aligner. Et cela demande un leadership basé sur la vision, l'écoute et la clarté des rôles. Le cerveau collectif peut aussi être spirituel. Il évoque des cas où des personnes, dans des états de concentration extrême ou de prière, disent avoir reçu des inspirations venues d'ailleurs. Il n'hésite pas à affirmer que des figures comme Abraham Lincoln, Socrate ou Jésus avaient accès à un niveau supérieur de conscience, où l'individu entre en lien avec un champ universel d'intelligence. Cette idée a été reprise bien plus tard dans les neurosciences modernes et les théories quantiques de la conscience. Certaines études montrent que nos cerveaux, lorsqu'ils interagissent dans des contextes collaboratifs profonds, synchronisent littéralement leurs ondes cérébrales. Ce qu'il pressentait avec son intuition devient aujourd'hui un champ d'études scientifiques, la synchronisation neuronale collective. Créer un cerveau collectif efficace ne s'improvise pas. Il faut définir un objectif commun clair. Choisir les membres avec soin, compétence plus valeur. Instaurer des règles d'écoute active et de non-jugement. Créer une dynamique de confiance, même face aux échecs. Cultiver la vision long terme. L'Afrique regorge de potentiel inexploité en matière de collaboration stratégique. Trop souvent, les talents se dispersent ou s'ignorent. Pourtant, si les jeunes leaders du continent décidaient de former des cercles de croissance sur la base de ce principe business, politique, éducation, tech, le continent pourrait non seulement rattraper son retard, mais redéfinir les modèles mondiaux. Il va plus loin. Il affirme que le cerveau collectif est l'accès le plus rapide à la richesse. Car dans ce cercle, les idées se multiplient, les ressources s'échangent, la motivation se décuple. Et surtout, les obstacles sont pulvérisés par la force commune. Il cite une phrase de Carnegie. « J'attribue tout mon succès à ma capacité à rassembler autour de moi des personnes plus intelligentes que moi. » Voilà un secret de géant. La grandeur n'est pas dans le génie solitaire, mais dans l'art d'orchestrer les talents collectifs. C'est ainsi que naissent les empires durables, les marques inoubliables, et les mouvements qui changent le monde. C'est ainsi que vous passerez du rêve à la réalité, plus vite, plus fort, et plus loin que vous ne l'auriez jamais cru possible. Antenne satellite 3. La pensée est vibration. Napoléon, il n'était ni physicien, ni neurologue. Pourtant, il a anticipé l'une des révolutions intellectuelles les plus fascinantes du XXe siècle. La pensée est énergie, et donc, elle vibre. Cette idée, que beaucoup ont d'abord perçue comme ésotérique ou métaphorique, est aujourd'hui confirmée par de nombreux courants en physique quantique,
neurosciences et psychologie énergétique. Quand vous pensez, vous émettez. Et ce que vous émettez attire ou repousse, construit ou détruit, amplifie ou diminue votre pouvoir créateur. Il affirme que chaque pensée est une vibration. Elle ne reste pas confinée dans le cerveau. Elle se propage, agit, influence l'environnement, et entre en résonance avec d'autres pensées similaires. Ainsi, si vous émettez des pensées de peur, vous attirez des circonstances et des personnes vibrantes sur cette même fréquence. Si vous cultivez des pensées d'abondance, d'amour, de gratitude ou de succès, vous devenez un aimant vivant, une antenne humaine branchée sur la réussite. Cette loi est à la fois simple et impitoyable. Vous récoltez ce que vous vibrez. Pas ce que vous voulez. Pas ce que vous dites. Pas ce que vous prétendez. Mais ce que vous vibrez sincèrement et régulièrement. Voilà pourquoi tant de gens échouent malgré leurs belles intentions. Ils veulent le succès, mais vibrent l'échec. Ils désirent l'amour, mais émettent la peur du rejet. Ils parlent d'indépendance, mais vivent dans la dépendance émotionnelle ou financière. Le cerveau émet, mais aussi capte. Il agit comme un récepteur de radio. Et selon la station sur laquelle vous vous syntonisez, vous recevez des idées, des opportunités, des intuitions ou des obstacles. Il introduit ici la notion de foi appliquée, qui n'est pas religieuse mais vibratoire. Avoir la foi, c'est vibrer dans une confiance si forte, si stable, qu'elle finit par transformer l'invisible en visible. Il raconte l'histoire de Charles M. Schwab, magnate de l'acier, qui a bâti sa fortune en osant croire en ses idées alors que tous doutaient. Il vibrait la réussite, pas par arrogance, mais par conviction profonde. Cette idée rejoint aujourd'hui la notion de cohérence cœur-cerveau développée par l'Institute of Atmat. Lorsque vos émotions, cœur, et vos pensées, cerveau, vibrent en harmonie, vous entrez dans un état de cohérence qui optimise vos décisions, votre santé, votre clarté mentale et vos résultats. Prenons un exemple africain. Wangari Maathai, première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix, a défié les normes patriarcales, les régimes corrompus et les lois injustes pour planter des millions d'arbres et inspirer une révolution écologique. Comment? Elle a pensé différemment, vibré sa mission avec constance, même face à l'oppression. Son esprit était un satellite branché sur la vision d'un Kenya vert, libre et conscient. Et cette fréquence a influencé des millions d'autres consciences. Il insiste, vous devez surveiller vos pensées comme un trésor. Car ce que vous pensez finit par devenir votre réalité. Il recommande de réciter des affirmations quotidiennes, de visualiser votre succès avec intensité émotionnelle, de méditer régulièrement pour clarifier vos fréquences mentales, et surtout d'éviter les environnements toxiques. Les pensées négatives sont contagieuses. Fréquentez les cyniques, et vous devenez cynique. Côtoyez des rêveurs qui agissent, et vous vous mettez à croire en l'impossible. Ce n'est pas de la psychologie positive bon marché. C'est une loi de résonance. Il aurait pu résumer ce principe ainsi, vibrez ce que vous voulez vivre. Enfin, il invite chacun à créer un espace intérieur sacré, un temple mental. Il faut s'y réfugier chaque jour, en silence, pour réaligner ses pensées, nettoyer ses vibrations et redéfinir ses intentions. Là se trouve le vrai pouvoir, dans l'invisible, dans le subtil, dans l'intention vibratoire soutenue par l'émotion et l'action alignée. Ce chapitre est une invitation à transformer votre mental en émetteur haute fréquence. Ne laissez plus vos pensées errer. Dirigez-les. Amplifiez-les. Protégez-les. Car dans ce champ vibratoire que vous émettez, vous sculptez votre avenir. 4. L'énergie sexuelle comme moteur. C'est sans doute l'un des chapitres les plus audacieux du livre de Napoléon Hill et pourtant l'un des plus puissants. Il affirme, sans détour, que l'énergie sexuelle est la plus puissante des forces humaines. Mal canalisée, elle détruit des vies. Bien maîtrisée, elle engendre des génies. Il ne parle pas ici de sexualité au sens charnel uniquement, mais d'une énergie vitale, brute, sauvage, qui peut être transmutée en puissance créatrice, en génie, en charisme, en réussite. Il appelle cela la transmutation sexuelle. C'est l'art de transformer l'énergie du désir sexuel en ambition, en créativité, en leadership. Une idée dérangeante pour certains, mais profondément libératrice pour ceux qui la comprennent. Il explique que tous les grands hommes qu'il a étudiés possédaient une vitalité sexuelle exceptionnelle, mais au lieu de la gaspiller, ils l'ont transformée en énergie productive. Pourquoi cette énergie est-elle si puissante? Parce qu'elle est liée à l'instinct de reproduction, au cœur même de notre biologie. Elle réveille tout le système nerveux, elle active les hormones, elle stimule l'imaginaire.
Lorsqu'on la laisse simplement s'exprimer par l'acte sexuel sans maîtrise, elle se dissipe. Mais lorsqu'on l'élève vers l'intellect, vers l'art, vers l'entreprise, elle devient une source intarissable d'énergie vitale. Il cite des figures historiques comme Napoléon, Lincoln, Edison, Ford, et même des artistes. Leur puissance créative était en partie liée à leur capacité à sublimer leur énergie sexuelle, à la canaliser vers une mission plus grande qu'eux-mêmes. Il affirme même que le charisme, cette force mystérieuse qui attire, qui fascine, provient en partie d'une sexualité maîtrisée. Dans les traditions orientales, cette notion est connue depuis des millénaires. Le chi, le kundalini, ou encore l'énergie vitale sont liés à la sexualité. Des pratiques comme le tantra ou le qigong enseignent comment circuler cette énergie dans le corps sans la décharger. Il n'utilise pas ces termes, mais son message est identique. Celui qui maîtrise son énergie sexuelle maîtrise sa destinée. Concrètement, que propose-t-il? Comprendre que le désir sexuel est un moteur, pas un ennemi. Ne pas réprimer ce désir, mais le rediriger consciemment. Identifier les moments où cette énergie monte, et l'utiliser pour écrire, planifier, créer, séduire par le talent. Cultiver une vision plus haute que le plaisir immédiat. Cette maîtrise apporte également confiance en soi, prestance, endurance, courage, car elle libère l'homme ou la femme de la quête constante de gratification. Elle transforme l'individu en force magnétique. C'est l'inverse du vide intérieur que beaucoup tentent de combler par des distractions ou des relations toxiques. Il met aussi en garde, l'absence de maîtrise mène à l'autodestruction. Il observe que de nombreux hommes talentueux ont échoué parce qu'ils se sont laissés dominer par leur impulsion sexuelle. L'histoire en est remplie, dirigeants renversés, carrières ruinées, fortunes dissipées, simplement parce que la puissance créatrice a été mal dirigée. Dans un monde où la sexualité est omniprésente, publicité, réseaux sociaux, musique, etc., il est urgent de redonner à cette force sa noblesse. Elle n'est ni sale, ni honteuse, ni à nier. Elle est sacrée, quand elle est maîtrisée et transcendée. L'Afrique a vu naître des civilisations où la sexualité était considérée comme un élément spirituel, initiatique. Des rites de passage, des enseignements sur l'énergie vitale étaient transmis. Aujourd'hui, il est temps de renouer avec cette sagesse et de comprendre que le succès passe aussi par la maîtrise de l'énergie intérieure. En résumé, le désir sexuel est la plus puissante des émotions humaines. Sa transmutation donne naissance au génie. Napoléon Hill. Voilà une vérité inconfortable, mais libératrice. Celui ou celle qui apprend à canaliser cette force devient inarrêtable. Non pas par violence ou domination, mais par intensité, charisme et puissance d'exécution. C'est dans cette flamme que naissent les grandes œuvres, les grandes entreprises et les grandes destinées. Ampoule électrique 5. La connaissance organisée. Dans le monde moderne, l'information est partout. Mais ce n'est pas l'abondance de savoir qui crée la richesse, c'est l'organisation de la connaissance au service d'un objectif précis. Napoléon, il met les choses au clair. Ce ne sont pas les diplômes qui mènent au succès, mais l'usage stratégique des connaissances pertinentes. Il distingue deux types de savoir, le savoir général et le savoir spécialisé. Et il est catégorique, le savoir général ne mène à rien s'il n'est pas orienté vers une action concrète. Le système éducatif traditionnel valorise l'accumulation de données. On apprend à retenir, à restituer, à passer des examens. Mais combien de diplômés sont perdus dans le monde professionnel? Combien savent, mais ne savent pas faire? Il dit ceci, les gens sont payés non pas pour ce qu'ils savent, mais pour ce qu'ils font de ce qu'ils savent. Voilà une distinction essentielle. La connaissance organisée, c'est le savoir mis en réseau, en mouvement, en action. C'est la capacité à sélectionner, structurer et exploiter une information dans un but précis. Le bon entrepreneur ne sait pas tout. Mais il sait quoi chercher, à qui demander, comment connecter les bonnes idées aux bonnes personnes au bon moment. Il nous invite à nous voir comme des architectes de la connaissance. Il ne suffit pas d'avoir des briques, il faut savoir bâtir. Il insiste aussi sur la nécessité de l'apprentissage continu. Le monde change, les marchés évoluent, les technologies explosent. Celui qui cesse d'apprendre meurt à petit feu. L'autodidacte, celui qui lit, qui observe, qui teste, qui échange, a souvent plus de succès que le diplômé figé. Il raconte l'histoire d'un jeune homme sans diplôme, mais passionné par la mécanique. Il passe ses nuits à démonter des moteurs, à comprendre leur logique. Un jour,
Il propose une innovation dans un garage local, qui attire l'attention d'un investisseur. Quelques années plus tard, il dirige une entreprise de pièces automobiles. Ce n'est pas le diplôme qui l'a propulsé, c'est la maîtrise d'un savoir spécialisé, utilisé à bon escient. Il insiste sur le fait que la connaissance doit être accompagnée d'un plan. Une idée sans plan reste un rêve. Un savoir sans action est une poussière mentale. Il propose de construire un plan d'apprentissage comme on construit un business plan, avec des objectifs, des étapes, des ressources et des indicateurs de progression. Dans un contexte africain, cette leçon est vitale. Le continent regorge de jeunes instruits mais sous-employés. La clé ne réside pas dans l'ajout de diplômes, mais dans la valorisation des compétences réelles, dans la mise en synergie des savoirs informels et formels, dans l'apprentissage entrepreneurial, numérique, technologique. Le savoir devient alors un levier de transformation individuelle et collective. Il recommande aussi de s'entourer d'intelligences complémentaires. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Mais vous devez savoir vous entourer. C'est pourquoi il encourage la création d'un « cerveau collectif », voire partie 2, avec des spécialistes qui apportent chacun leur brique à l'édifice. L'entrepreneur de demain n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait quoi. Il faut également comprendre la dynamique du savoir émotionnel. Certaines connaissances ne s'apprennent pas dans les livres. L'intuition, la lecture des situations, la capacité à inspirer, à négocier, à s'adapter. Ce sont des savoirs invisibles, mais essentiels. Il en parle comme d'une intelligence adaptative, que l'on développe par l'expérience, l'échec, la remise en question. Enfin, il nous invite à être des constructeurs de bibliothèques mentales. Chaque jour, chaque expérience, chaque lecture doit enrichir un système de pensée cohérent. Il ne suffit pas d'avoir 1000 idées, il faut savoir les classer, les articuler, les utiliser comme des outils. C'est cela, la connaissance organisée. Un arsenal stratégique, mobilisable à tout moment pour résoudre un problème, saisir une opportunité ou créer quelque chose de neuf. La connaissance n'est pas une fin. Elle est un moyen. Un moyen de devenir plus efficace, plus conscient, plus puissant. À condition qu'elle soit vivante, ciblée et orientée vers l'action. L'action est la vraie mesure de l'intelligence. Napoléon Hill. Vous pouvez tout apprendre. Mais tout ne vous servira pas. Apprenez ce qui vous propulse. Organisez ce que vous apprenez. Et utilisez chaque parcelle de savoir comme une pièce de votre plan vers le sommet. Globe sur la zone méridienne 6. L'univers est coopération. Napoléon, il aurait pu dire que le succès est une œuvre collective de l'univers. Derrière chaque grande réussite, visible et tangible, se cache une toile invisible de connexion, de synchronicité, de collaboration qui dépasse la volonté individuelle. Dans ce 6e principe, il nous invite à abandonner l'illusion de l'isolement et à reconnaître une vérité puissante. L'univers conspire en faveur de ceux qui sont en harmonie avec ses lois. Il nous rappelle que tout, dans la nature, fonctionne par coopération. Les cellules d'un organisme, les essaims d'abeilles, les réseaux de champignons sous la terre, les constellations, les écosystèmes, rien n'évolue seul. Le succès, dans ce cadre, est moins une conquête égoïste qu'une harmonie avec le vivant. Celui qui veut réussir durablement doit apprendre à collaborer avec les autres, mais aussi avec les lois naturelles. Il introduit ici une idée révolutionnaire. Le succès est une fréquence coopérative. Il émerge lorsque nous cessons de lutter contre tout et que nous commençons à bâtir avec, à comprendre les cycles, à nous insérer dans le flux de la vie au lieu de vouloir le contrôler. Cela ne signifie pas être passif, mais au contraire, agir en alignement avec les opportunités naturelles. Il insiste sur la loi du donner et recevoir. Il n'y a pas de richesse sans contribution. Celui qui veut accumuler sans donner bloque la circulation de l'abondance. Il raconte que les plus grands industriels de son époque comprenaient cela intuitivement. Ils bâtissaient des empires en rendant service à grande échelle, en résolvant des problèmes majeurs. Leur fortune était la conséquence d'une contribution utile et répétée à la société. Le principe de coopération universelle nous pousse aussi à changer notre regard sur la concurrence. Il ne croit pas au jeu à somme nulle où il faut écraser l'autre pour gagner. Il croit en la coopétition, coopérer avec ses concurrents pour faire croître un marché, une idée, un écosystème. Cette pensée est précurseur de l'économie collaborative d'aujourd'hui. Il donne l'exemple de 2 commerçants dans une même rue. Le premier voit l'autre comme une menace. Le second le voit comme un partenaire potentiel.
Celui qui coopère finit par attirer plus de clients, car il entre dans une logique d'abondance. L'autre, crispé sur ses marges, finit par s'essouffler. Voilà une leçon aussi vieille que le commerce lui-même. L'univers récompense la générosité et la collaboration sincère. Il affirme que les idées qui changent le monde naissent souvent à l'intersection des intelligences. Un ingénieur rencontre un artiste, un psychologue collabore avec un entrepreneur, un philosophe inspire un programmeur. Ces croisements improbables donnent naissance à des solutions puissantes, car elles dépassent les logiques cloisonnées. Voilà pourquoi il recommande de fréquenter des gens différents, de lire en dehors de son domaine, de provoquer les rencontres inattendues. Sur le plan spirituel, la coopération avec l'univers demande une posture d'écoute, de gratitude et de disponibilité intérieure. Il faut savoir ralentir, contempler, ressentir. Il parle du sixième sens, cette intuition qui nous guide vers la bonne personne, le bon lieu, le bon moment. Ce sens ne se développe que dans le calme intérieur. Il faut coopérer avec soi-même avant de pouvoir coopérer avec l'univers. Un exemple contemporain africain éclaire cette idée. Les communautés de start-up à Kigali, Dakar ou Nairobi, où les jeunes entrepreneurs partagent leur réseau, échangent leurs échecs, co-investissent dans des solutions locales. Cette dynamique de coopération crée des hubs d'innovation puissants, qui attirent l'attention du monde entier. L'Afrique devient ainsi un exemple vivant de cette loi de Hill. Unis, les esprits s'élèvent. Il conclut en soulignant que la coopération n'est pas naïve. Elle demande de la clarté, des accords solides, une éthique. Mais elle permet de bâtir des alliances durables, là où la compétition brute finit toujours par épuiser les joueurs. Celui qui veut aller vite va seul. Celui qui veut aller loin va avec les autres. Proverbe africain. Cette vérité, il la connaissait bien. Il savait que le succès durable ne se gagne pas contre le monde, mais avec lui. En comprenant cette loi, vous transformez chaque relation, chaque décision, chaque interaction en une opportunité d'élévation mutuelle. L'univers n'est pas chaos. Il est coopération en mouvement. Apprenez à danser avec lui, et il fera de vous un chef d'orchestre du succès. 9. Les exemples concrets. Napoléon, il n'est pas seulement un théoricien du succès, c'est un investigateur. Dans cette 9e partie, il entre dans l'arène du réel. Car rien ne vaut la théorie illustrée par l'action. Les exemples concrets servent ici de preuve vivante que ces principes fonctionnent lorsqu'ils sont appliqués avec foi, discipline et persévérance. Le lecteur découvre alors comment de véritables géants de l'histoire ont bâti leur empire mental avant de bâtir leur empire économique. Ce chapitre est un laboratoire vivant du succès en action. Dès les premières lignes, il nous plonge dans les trajectoires de figures emblématiques. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Charles M. Schwab, Woodrow Wilson, Alexander Graham Bell. Mais il ne s'arrête pas au nom. Il dissèque leurs processus mentaux, leurs routines, leurs échecs et surtout leur détermination inébranlable à voir leurs idées prendre forme. Prenons Henry Ford, par exemple. Ce n'était pas un ingénieur de formation. C'était un homme d'idées, obsédé par une vision, rendre l'automobile accessible à la classe moyenne. Il n'avait ni diplôme prestigieux, ni fortune familiale. Mais il avait une chose qu'il valorise au-dessus de tout, un désir brûlant, soutenu par la persévérance et la foi. Il a essuyé des échecs cuisants, subi des moqueries, traversé des trahisons. Mais il n'a jamais abandonné son objectif. C'est cela, selon Hill, le cœur du succès. Dans les biographies qu'il relate, il fait ressortir les schémas récurrents. Une vision claire et précise. Une foi inébranlable en cette vision. L'utilisation du cerveau collectif. La transmutation de l'échec en leçon. L'application rigoureuse de l'autosuggestion et de la visualisation. Une capacité à agir malgré la peur. Ces histoires inspirent, mais servent aussi de modèles mentaux. Loin de l'idéalisation, elles révèlent les tensions, les nuits blanches, les moments de doute. Il n'édulcore rien, le chemin vers la richesse est exigeant, mais il est balisé. Ces géants ne sont pas des élus. Ils ont simplement appliqué des lois universelles avec discipline. Il relate aussi des exemples de succès dans des domaines moins industriels. Des écrivains, des enseignants, des avocats, des commerçants. Chaque fois, ce n'est pas le métier qui compte, mais l'attitude intérieure. Il souligne que le succès n'a pas de forme unique. Il épouse les contours de celui qui le poursuit. Ce qui compte, c'est l'intensité de l'engagement et la clarté du but.
Il invite le lecteur à tirer sa propre histoire d'inspiration. Il demande de s'entourer de biographies, de récits, de mentors vivants ou écrits. Il conseille de créer un panthéon personnel, une galerie mentale de personnages modèles dont l'énergie et la trajectoire servent de guide dans les moments difficiles. Et puis, il y a les échecs. Ceux des autres, mais aussi les nôtres. Il les considère comme des étapes nécessaires. Chaque revers contient en germe une bénédiction équivalente, dit-il. Il raconte comment certains ont bâti leur fortune après une faillite, une dépression, un deuil. Ce n'est pas la chute qui définit l'homme, mais sa réaction à la chute. Ce chapitre est aussi une invitation à observer autour de soi. Les exemples ne sont pas toujours dans les livres d'histoire. Ils sont dans votre quartier, votre famille, votre réseau. L'homme qui a bâti un atelier de couture avec 3 bouts de tissu. La femme qui vendait des beignets et gère aujourd'hui un restaurant. Le jeune qui a appris seul à coder et gère une start-up. Ces récits valent autant que ceux des magnats. Enfin, ils nous poussent à devenir notre propre exemple. Il n'est pas question de recopier les autres, mais de s'en inspirer pour mieux tracer sa propre voie. Il insiste sur un point, la répétition est la clé. Répétez vos affirmations. Répétez vos actions. Répétez vos efforts. Et bientôt, vous deviendrez l'exemple que vous cherchez. Le succès laisse des traces. Suivez-les. Puis devenez en une. Napoléon Hill. La théorie prend vie dans ce chapitre. Elle devient tangible. Elle devient crédible. Elle devient une prophétie à accomplir. 10. L'esprit comme source de guérison et d'évolution. Napoléon Hill ne parle pas uniquement de richesse matérielle. Dans cette partie capitale de son enseignement, il explore une vérité fondamentale souvent ignorée. Le véritable succès commence dans la santé de l'esprit, car celui-ci influence la santé du corps, les émotions, les relations, les choix et, in fine, notre destinée. Il soutient que l'esprit humain est capable de guérir, d'évoluer, et même de transformer biologiquement la réalité du corps. C'est une idée qui, à son époque, paraissait ésotérique. Aujourd'hui, les neurosciences, l'épigénétique, la psychologie positive et la médecine psychosomatique confirment ce qu'il pressentait. Nos pensées, croyances et émotions affectent notre physiologie. Le subconscient, un médecin intérieur. Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si vous visualisez chaque jour une santé parfaite, un esprit clair, une énergie vibrante, votre corps réagit. Le cœur ralentit, le système immunitaire se renforce, les hormones s'équilibrent. Inversement, des pensées de peur, de haine, de stress chronique déclenchent inflammation, déséquilibres hormonaux, maladies auto-immunes. Il raconte l'histoire de personnes ayant littéralement inversé des diagnostics mortels par un changement radical de pensée. Loin d'être des miracles mystiques, ces cas sont aujourd'hui documentés sous le terme de rémission spontanée induite par la conscience. L'élément déclencheur ? Une décision intérieure de vivre, d'aimer, de pardonner, ou de donner un sens profond à sa vie. Bouton répété la guérison émotionnelle. Étape incontournable. Pour Hill, la véritable richesse commence par l'équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de refouler ses blessures, mais de les traverser en conscience. L'esprit ne peut évoluer s'il est prisonnier de traumatismes non résolus, de culpabilité ou de haine non exprimée. La guérison émotionnelle devient donc une étape stratégique. Il recommande le pardon, non pour excuser, mais pour se libérer. La gratitude, comme antidote à la victimisation. La méditation, pour retrouver le silence guérisseur. La reprogrammation mentale, par les affirmations et la visualisation. Ampoule électrique, l'évolution de l'esprit, la clé du prochain niveau. Il va encore plus loin. Pour lui, le mental humain est conçu pour évoluer, pour se dépasser, pour atteindre des états de conscience supérieurs. Il ne suffit pas de penser positivement. Il faut apprendre à penser plus grand, plus haut, plus juste. Il évoque des états de flow, d'intuition profonde, de vision élargie, que certaines personnes atteignent lorsqu'elles vivent alignées avec leur mission. À ce stade, la vie devient fluide. Les synchronicités se multiplient. L'énergie semble inépuisable. Le succès devient une conséquence naturelle d'un esprit élevé. Globe sur la zone Europe-Amérique, application dans le monde réel. Prenons un exemple contemporain. Un entrepreneur africain qui a grandi dans un quartier difficile, marqué par la violence et la pauvreté.
Il aurait pu se limiter à cette réalité. Mais il décide de changer sa perception, de se former, de méditer, d'écrire sa vision. Il transforme son esprit blessé en moteur de croissance. Aujourd'hui, il dirige une entreprise sociale qui emploie 300 jeunes. Ce n'est pas un conte de fées. C'est le fruit d'une évolution mentale délibérée. Il recommande de traiter l'esprit comme un jardin. Chaque jour, on doit enlever les mauvaises herbes, pensées toxiques, et planter des graines fertiles, affirmations, lecture, échanges constructifs. De consacrer du temps à la solitude. C'est là que l'esprit se clarifie, que l'on entend sa voix intérieure. De chercher l'équilibre. Entre ambition et repos, action et contemplation, faire et être. L'esprit est l'outil le plus puissant de l'humanité. Bien utilisé, il guérit, il élève, il transforme. Mal utilisé, il détruit. Napoléon Hill. 11. Le succès, une science appliquée. Napoléon Hill ne considère pas le succès comme une énigme ou un coup de chance réservé à une élite. Pour lui, le succès est une science. Comme la chimie ou les mathématiques, il obéit à des lois, à des principes reproductibles. Ceux qui réussissent ne le doivent pas à un don divin, mais à l'application méthodique d'une formule testée. Et c'est ce qui rend cette partie de son œuvre si révolutionnaire. Tout le monde peut réussir, à condition d'appliquer la recette. Il a étudié pendant plus de 25 ans les trajectoires de centaines de leaders, d'industriels, d'inventeurs et de pionniers. Il en a extrait les constantes, la pensée claire, le désir ardent, la foi, l'autosuggestion, le savoir organisé, la planification précise, la persévérance, le cerveau collectif, la maîtrise des émotions, etc. Ces principes ne sont pas à choisir à la carte. Ils forment un système cohérent, un engrenage. Si l'un des rouages est absent, la machine se grippe. Il compare ce système à une équation. Désir plus foi plus planification plus action plus persistance égale réussite. Loupe pointant vers la gauche, l'expérimentation avant tout. Il insiste sur le fait que ces lois ne sont pas théoriques. Elles sont applicables, mesurables, et surtout expérimentables. Si vous doutez, testez-les. Prenez un objectif modeste. Appliquez chaque principe rigoureusement. Observez les résultats. Puis augmentez la difficulté. Le succès est un processus itératif. Il ne s'enseigne pas dans les écoles, mais dans l'action. Exemple, un jeune entrepreneur sans argent, sans réseau, mais avec une idée. Il applique la loi du désir ardent, clarifie sa vision, se forme chaque jour, bâtit un réseau autour de lui, s'entoure d'un cerveau collectif, surmonte les échecs. 3 ans plus tard, il est à la tête d'une start-up qui cartonne. Ce n'est pas un miracle. C'est une application méthodique de lois universelles. Le succès est prévisible. La beauté de cette approche? Elle rend le succès prévisible. Comme en physique, si vous appliquez la bonne force au bon endroit, vous obtenez un mouvement. Si vous semez correctement, vous récoltez. Les échecs deviennent alors des diagnostics, pas des malédictions. Si le résultat n'est pas là, c'est qu'une variable est mal appliquée. Il nous donne une posture de scientifique de notre propre vie. Chaque jour devient un laboratoire. Chaque pensée, chaque décision, chaque réaction est une donnée. Et votre rôle, c'est d'observer, ajuster, répéter. C'est un état d'esprit de croissance permanente. Engrenage, la discipline, moteur de l'application. Mais appliquer une science exige discipline, rigueur et constance. C'est là que beaucoup échouent. Ils comprennent les principes, mais ne les incarnent pas. Il insiste, la science du succès n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. C'est la somme de petites actions cohérentes, répétées, maîtrisées. Une habitude vaut 1000 intentions. Il propose de créer un rituel matinal d'affirmation, visualisation et planification. De réviser ses objectifs chaque soir. De mesurer ses progrès chaque semaine. D'ajuster son plan chaque mois. De ne jamais rester plus de 24 heures sans action liée à son objectif principal. La foi rationnelle. Un élément clé de cette science, c'est la foi rationnelle. Pas une foi aveugle. Une foi basée sur l'expérience. Chaque petite victoire renforce votre conviction. Et cette conviction devient un levier pour les prochaines étapes. C'est un cercle vertueux. Il dit,
La foi vient de la répétition de la preuve. Vous devenez votre propre preuve vivante. Globe sur la zone Europe-Amérique, une application universelle. Ce qui rend la science du succès de Hill si puissante, c'est qu'elle transcende les cultures, les âges, les contextes. Elle fonctionne pour un étudiant de Dakar, une mère célibataire à Marseille, un réfugié en Pologne, un commerçant au Cameroun, un CEO à New York. Car elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle repose sur l'intérieur, l'esprit, la volonté, la structure, la foi. Prenons un exemple africain. Un agriculteur au Bénin qui décide de sortir de la simple survie. Il établit un plan de formation en ligne, s'inscrit à un programme de microcrédit, structure son exploitation avec des techniques nouvelles, documente ses résultats. En 5 ans, il devient une référence régionale. Ce n'est pas la chance. C'est l'application d'une science avec rigueur. Verrou fermé avec clé, le grand message. La grande révélation de cette partie, c'est que le succès est accessible. Pas facile, pas gratuit, mais accessible à celui qui applique. L'échec n'est pas une fatalité, c'est un signal. Une information. Un désalignement dans l'équation. Et la correction est possible. Il nous dit en filigrane. Arrêtez d'attendre. Commencez à appliquer. 12 conseils pratiques et plans d'action. Cette dernière partie est le pont entre la théorie et l'action, entre ce que vous avez appris et ce que vous allez concrètement mettre en œuvre. Napoléon, il ne veut pas simplement inspirer, il veut provoquer la transformation. Et pour cela, il termine son ouvrage par un plan d'action précis, applicable dès aujourd'hui, quelle que soit votre situation. Un objectif sans plan reste un souhait. Napoléon Hill. Voici le système d'action en 10 étapes qu'il recommande pour enclencher le mouvement vers la richesse, dans toutes ses formes. Petit losange bleu 1. Définir avec une précision obsessionnelle votre objectif principal. Vous ne pouvez pas atteindre ce que vous n'avez pas clairement défini. Notez avec exactitude. Ce que vous voulez. Pourquoi vous le voulez. Quand vous le voulez. Ce que vous êtes prêt à donner en échange. Marteau et clé exercice. Écrivez une déclaration claire de votre objectif et relisez-la matin et soir. Petit losange bleu 2. Transformez cet objectif en image mentale vivante. Visualisez votre succès chaque jour. Imaginez-vous déjà arrivé à destination. Ressentez-le, entendez-le, incarnez-le. Marteau et clé astuce. Créez un vision board, panneau de visualisation, ou une vidéo mentale à répéter en boucle. Petit losange bleu 3. Employez la puissance de l'autosuggestion. Répétez des affirmations positives et puissantes pour programmer votre subconscient. Marteau et clé exemple. Chaque jour, je m'approche de mon but. Je mérite la réussite, et je l'attire. Petit losange bleu 4. Construire un plan clair, puis agir immédiatement. Même imparfait, un plan appliqué vaut mieux qu'une idée brillante jamais mise en œuvre. Marteau et clé conseil. Fixez-vous des actions hebdomadaires concrètes. Revoyez et ajustez votre plan mensuellement. Petit losange bleu 5. S'entourer d'un cerveau collectif. Réunissez des alliés. Participez à un mastermind. Fréquentez des mentors. N'avancez jamais seul. Marteau et clé challenge. Identifiez 3 personnes avec qui créer une dynamique d'entraide stratégique. Petit losange bleu 6. Cultivez la persistance par la discipline. Le découragement est normal. L'abandon est un choix. Il recommande de persévérer au-delà des premières résistances. Marteau et clé routine. Gardez un journal de vos efforts, réussites et blocages. Cela entretient votre motivation. Petit losange bleu 7. Nettoyez votre esprit des pensées toxiques. Envie, jalousie, doute, peur, procrastination sont des poisons mentaux. Hygiène mentale. Pas de réseaux sociaux au réveil. Une pensée positive imposée pour chaque pensée négative constatée. Lecture quotidienne de 10 pages d'un livre inspirant. Petit losange bleu 8. Développer une foi inébranlable. Pas seulement croire en soi, mais croire que l'univers coopère avec vous dès que vous vous engagez. Marteau et clé rituel. Commencez et terminez chaque journée par une prière, une méditation ou une déclaration de foi. Petit losange bleu 9. Tenir un tableau de bord personnel. Mesurez vos progrès. Célébrez les petites victoires.
Corrigez sans vous blâmer. Marteau et clé, outil simple. Un tableau avec 3 colonnes. Action, résultat, ajustement. Mettez à jour chaque semaine. Petit losange bleu 10. Se donner une mission plus grande que soi. L'argent seul ne suffit pas. Il vous faut une mission qui vous transcende. Une vision pour le monde, pas juste pour vous. Marteau et clé, question puissante. Que restera-t-il de moi dans 100 ans? Répondez Y. Puis bâtissez à partir de là. Bonus, l'engagement de 30 jours. Il recommande de vous engager à appliquer ces principes pendant 30 jours sans interruption. Ce défi transforme la théorie en muscle. Parchemin, formule d'engagement. Je m'engage à appliquer chaque jour les principes de la réussite énoncés par Napoléon Hill, sans exception, pendant 30 jours. Je suis prêt à persévérer même lorsque ce sera inconfortable. Car je sais que ma transformation commence maintenant. Signez-le. Lisez-le chaque matin. C'est le début d'un pacte avec votre futur vous. Fusée en résumé. Le succès n'est pas une destination, mais un chemin structuré. Un processus précis. Une série de choix alignés. Napoléon, il vous a donné les plans. Maintenant, c'est à vous de bâtir. Vous êtes le maître de votre destin. Le capitaine de votre âme. Et maintenant, passez à l'action. Pas demain. Maintenant. Car votre richesse vous attend, à l'intérieur de vous-même.